Toute la difficulté, c'est, on le voit avec votre explication là, c'est qu'elle est peut-être pertinente économiquement, mais politiquement, aller expliquer aux gens que on doit établir des règles de fonctionnement où les gens seront payés à vie en fonction d'une qualification, ça, on est sûr du bide. Je crois que, enfin, il faut un peu se placer en situation d'un échange comme ça, à brûle-pourpoint avec des usagers. euh, et je crois que toute la difficulté de l'exposé là que vous venez de nous faire, c'est l'articulation entre effectivement cette explication économique, bon, qui mord sur le social, on le comprend bien, et puis ce qui concrètement dans une société qui a des valeurs, enfin des valeurs, des usages, des habitudes, qui a eu tout un conditionnement, comment on peut défendre ce point de vue. Et là, je pense qu'on est... personnellement, la défense du service public, ça parle encore aux gens, au sens où un peu tout le monde peut comprendre qu'il s'agit de défendre une qualité et de ne pas faire du service en question un fromage très rémunérateur pour une petite minorité de privilégiés, mais que c'est quelque chose de collectif, que c'est un service qui est pris en charge par la collectivité et où ce qui est le principe fondamental, c'est la qualité. En gros, on fait de la qualité et on compte après. On comprend que ça devrait être quelque chose comme ça. Je pense que beaucoup de gens peuvent le comprendre. L'explication économique que vous venez de nous faire, là, c'est quand même une autre paire de manches. Donc, ça suppose, en tout cas, au minimum, un cheminement social, politique, sociologique, tout ce qu'on veut, qui est loin d'être évident. Alors, d'une part, vous avez maintenant, moi j'en rencontre pas mal, et je faisais hier un débat à trois voix avec un syndicaliste suisse. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus, parce qu'il y a aussi exaspération populaire en Suisse. Et avec un Liégeois, qui refuse le marché du travail. Il le refuse. Il ne s'estime pas privé d'emploi, il refuse l'emploi. Nous avons aujourd'hui de très nombreux trentenaires éduqués, lui un peu plus âgé, parce que ça fait depuis 20 ans qu'il mène la bataille, mais nous avons aujourd'hui de très nombreux trentenaires éduqués qui sont dans de la production alternative, extrêmement nombreux, hein, qui bricolent avec des formules juridiques un peu complexes ou avec le RSA, enfin, etc., des productions alternatives dans l'agriculture, dans la culture, dans le bio, dans des tas de choses, hein, dans l'informatique, pardon, enfin, dans des tas de choses. Bon. Si à ces personnes-là, vous parlez de salaire à vie, vous allez être parfaitement entendu. Si vous parlez salaire à vie à des gens qui ont construit il y a 15 ans une SCOP et qui, au bout de 15 ans, font le constat un peu amer de s'être épuisés à chercher des marchés pour pouvoir faire la paye du mois, etc., etc., par les salaires à vie, vous êtes parfaitement entendu. Moi, je ne sous-estime pas le nombre de gens qui sont parfaitement prêts à entendre cela. J'ai parlé aussi, y compris des chefs d'entreprise, que l'on libérerait de leur fonction d'employeur. Il y a des tas qui sont intéressés. Quant à réhonorer le salaire à vie des fonctionnaires, celui des retraités, mais il ne tient enfin, eux sont tout à fait prêts à entendre ce discours. Les autres, si c'est toujours la même chose, si on ne leur dit jamais, ça, ce sera assez difficile qu'ils adhèrent à quelque chose qui ne leur a jamais été présenté et qui surtout fait l'objet d'une croyance religieuse omniprésente dans l'État.
C'est pour ça qu'il y a entre notre discussion actuelle, quels sont qu'est-ce qu'il faut surmonter comme obstacle pour se faire entendre lorsqu'on parle de salaire à vie. Et mon propos initial sur la laïcité, il y a un lien évident. Enfin, c'est la difficulté que l'on rencontre quand on propose un salaire à vie dans d'autres collectifs que ceux que je viens évoquer, où on est immédiatement entendu. Et donc, il y en a quand même des lieux où on est entendu. C'est l'idée que, non, je sais pas quoi, un salaire, ça se mérite. J'en ai chié qu'ils en chient. Après tout, c'est le marché du travail, c'est une institution indépassable. Enfin bref, tout ce qui nous fait adhérer à la croyance dans le marché du travail. Donc, j'entends tout à fait ce que vous me dites. Je suis entièrement d'accord. Comment ne pas être d'accord? Sauf que raison de plus pour s'y mettre dès demain. Toujours pour faire encore une fois cette transposition de la laïcité, vous pensez que la séparation de l'État et de l'Église catholique, était évidente à quelqu'un du 15e, 16e siècle? Absolument pas. C'est devenu évident aujourd'hui, mais pourquoi? Mais parce que vous avez eu des gens qui ont commencé. Il faut commencer. Oui, mais écoutez, je n'ai pas d'autre temporalité que celle-là. Parce que il faut que nous sortions de la valeur d'échange. Il faut que nous sortions de la valeur d'échange, mais elle est tellement instituée et tellement intériorisée par des pratiques religieuses que la sortie sera forcément longue. Mais quand je dis long, je veux dire aussi qu'elle est déjà commencée depuis un siècle. Que nous avons déjà le tiers du PIB qui est produit par des retraités. Moi, en ce moment, écoutez, moi j'ai un salaire à vie. Pourquoi? Pour faire ce que je suis en train de faire. Vous rigolez? C'est quand même, c'est inouï comme conquête. Pendant 30 ans, je vais emmerder le capital. J'espère que je l'emmerde. Écoutez, je vais faire participer à un effort d'éducation populaire pour qu'on se libère de nos maîtres. Je suis payé, et bien payé au demeurant. J'ai une retraite tout à fait correcte. Sur les 15 millions de retraités, on est 7, à peu près la moitié, dans cette situation, avoir une pension proche de leur salaire dit d'activité. Ces 7-là doivent se mobiliser, justement, regardez, en menant la guerre des mots. Si les grands-parents disent à leurs petits-enfants « tu as droit comme moi au salaire à vie », vous voyez, ça change la donne. Ça suppose que eux assument qu'ils ont un salaire à vie, et c'est une première conquête. Parce que le salaire à vie est tellement subversif du capital que ni les fonctionnaires ni les retraités n'osent se reconnaître comme ayant un salaire à vie. Les retraités vont dire « Ah, ben j'ai eu un emploi, c'est donc normal que j'ai droit à la solidarité parce que j'étais moi-même solidaire. » Enfin, toutes les salades qu'on nous raconte, que j'ai longuement déjà contestées en venant ici pendant la bagarre sur la réforme des retraites. Donc les retraités sont dans la dénégation. Mais encore une fois, nous sommes dans l'inversion du religieux, que le religieux opère sur le réel. C'est pour ça que la bataille de la laïcité doit impérativement changer, et c'est pour ça que je ne suis pas Charlie, soyons clairs, si jamais je ne l'ai pas été. Non pas au sens de l'absence de solidarité avec les victimes d'une tuerie, bon ça c'est tellement évident, la question n'est pas là. C'est le combat laïque doit être mené autrement. Ce combat-là est un combat de diversion.
et il est urgent de le mener autrement. Mais voyez comment ça rejoint une guerre des mots. Hein. Moi, je refuse absolument d'être bénévole. Je ne suis pas bénévole. Je suis au travail, là, payé. Voilà. Je produis la valeur correspondant à ma pension. Vous voyez que ça change l'espace du travail, hein. En termes concrets, j'attribue de la valeur, enfin, en me payant, plus exactement, se crée progressivement une institution qui attribue de la valeur à ce que je suis en train de faire, qui, du point de vue écologique, ne laisse pas grand trace, pas grande empreinte, et qui, du point de vue de l'émancipation du travail, est, je l'espère, utile. Je refuse que ma pension, ce soit de la solidarité intergénérationnelle. Ce n'est pas d'autres qui sont en train de produire la valeur correspondant à ma pension. C'est moi qui suis en train de produire la valeur correspondant à ma pension. De même que c'est le fonctionnaire qui produit la valeur correspondant à son salaire. La dernière fois que je suis venu, longuement réargumenté, mais je vous renvoie à Ribet qui fait la même démonstration sur une toute autre base, hein, comment l'impôt est produit par les fonctionnaires, pas par les contribuables. Donc, les fonctionnaires ne sont redevables de rien à personne. Les fonctionnaires produisent de la valeur dans une optique, c'est la partie rouge du travail, d'accord, une optique anticapitaliste. Puisqu'il n'y a pas de marché du travail, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de mise en valeur du capital, il n'y a pas de prêteur, rien de tout cela. Et on produit de la valeur. Donc, depuis un siècle, c'est ça la bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle du caractère séculaire d'un changement de société. On ne change pas de société par décret. Depuis un siècle, nous sommes engagés dans un changement massif qui s'exprime déjà par le fait que l'on paye à vie des gens pour emmerder le monde comme moi. Bon, voilà. Et que l'on paye à vie des fonctionnaires qui produisent de la valeur hors de toute la pratique capitaliste de la valeur. Que l'on paye à vie des retraités et que l'on a déjà institué le subventionnement de l'investissement à la place de son financement par crédit. Et donc, on a déjà rendu inutile la prédation capitaliste, puisqu'elle est légitimée par le fait que, ah ben oui, on vous pique, mais c'est pour investir. Ah ben merci. Pas besoin que vous nous piquiez, on va investir nous-mêmes, hein, bien sûr. Hein, pas besoin de vous. Il y a 35 ans, il y avait pas mal de pays en Europe où il n'y avait pas de marché du travail, où on n'allait pas, quand on avait fini ses études, on n'allait pas chercher, demander à une entreprise si elle voulait bien les employer. C'était évidemment l'Europe de l'Est. Alors maintenant, quand on propose d'arrêter avec le marché du travail, on va tout de suite, l'argument, c'est exactement ce qu'on avait déjà fait. Alors, il me semble qu'il y a une petite différence, mais c'est pas... elle est peut-être pas perçue, ou bien elle est un peu cachée. J'aimerais bien que vous reveniez un peu là-dessus, quelle est la différence donc avec les systèmes étatiques de l'Europe de l'Est. Il n'était pas qu'étatique. Hein. Merci beaucoup pour cette intervention. Ils n'étaient pas qu'étatiques, ils étaient étatiques dans un dispositif de type Gosplan, mais ils n'étaient pas étatiques au sens où la valeur aurait été mutualisée à l'échelle nationale pour que, je sais pas quoi, l'État paye les salaires ou que l'État assure l'investissement. Vous aviez plutôt une logique d'entreprise-providence avec des entreprises qui assumaient la totalité
des besoins des salariés, mais du coup, en même temps, les tenaient sous leur coupe. Enfin, on n'avait pas Oui, on avait un dispositif à vie, pardon. Il y avait le plan, oui, il y avait le plan, entre autres parce que le marché et les biens à prix avaient été supprimés dans trop de champs, à mon avis, dans beaucoup trop de champs. Donc, peut-être que j'ai mal démarré mon propos. Ce que je voudrais dire, c'est que poursuivre le travail commencé par la classe ouvrière dans un pays comme la France, hein, en s'appuyant sur des institutions de sécurité sociale, de financement par l'impôt, par crédit, par cotisation de l'investissement, de subventionnement de l'investissement. Ça, ça n'est pas supprimer le marché des biens, hein, c'est supprimer le marché du travail, c'est supprimer le marché des capitaux, ça sont des marchés typiquement capitalistes, mais le fait d'allouer par le marché tous ces objets-là est une forme tout à fait performante d'allocation des ressources, hein, beaucoup plus performante que le plan. Donc, et puis en plus, moi, j'ai vraiment pas envie que j'ai, je sais pas quoi, moi, le droit à tant de kilos de farine ou de je sais pas quoi par semaine. Je souhaite pouvoir décider de l'allocation de mes ressources monétaires par un dispositif marchand, mais ce marché donc qu'il faut supprimer pour le logement certainement, hein. Donc il faut étendre la gratuité au logement. Aujourd'hui, le marché du logement a fait la preuve de son absolue nocivité. On ne peut pas réguler le marché par le logement par le marché, je veux dire. Donc, il s'agit donc de supprimer là toute une série d'échanges monétaires en matière de logement, en matière de transport de proximité, c'est-à-dire déjà assez avancé cela, en matière de première consommation d'eau, d'énergie, des choses comme cela. Mais en dehors de cela, évidemment, maintenir ou restaurer la gratuité en matière d'éducation et de santé, mais en dehors de cela, qu'il y ait des biens à prix qui s'échangent sur un marché, et donc que la coordination se fasse hors planification par le système du marché me paraît incontestable pour ce qui me concerne. En tout cas, je n'assimile pas le capitalisme au marché, hein, d'accord. Le capitalisme, c'est une façon d'étendre le marché à l'investissement et au travail, premièrement, hein. Et deux, c'est de pervertir le marché par des marchandises capitalistes qui ne sont pas seulement des biens à prix, mais qui sont des biens produits sous la dictature du temps, puisque le profit repose sur le temps de travail. Donc si on libère la mesure de la valeur par le temps de travail, comme on le fait déjà quand on mesure la valeur de l'administration, la production de l'administration, on la mesure par la qualification des producteurs, pas du tout par le temps de travail. Même si alors les réformateurs veulent faire du temps, hein, comme vous l'avez très bien signalé pour la PHP, bien sûr, la mesure de la valeur et mettre le travail concret en grande difficulté parce que le travail abstrait fait l'objet d'une mesure aberrante, le temps, hein, d'accord. Parce que la colonne de droite détermine la colonne de gauche, hein. C'est la façon dont nous attribuons de la valeur, nous produisons la valeur qui décide du travail concret. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer le travail concret si on ne change pas la colonne de droite. Ça, c'est clair. Mais pour revenir aux pays de l'Est européen, la proposition qui est faite de généraliser le déjà là mis en place dans nos pays capitalistes et qui ne l'était pas à ce niveau en 1945 dans les pays de l'Eurozone par définition, parce que ça n'existait pas chez nous non plus, ça n'existait nulle part, hein. Nous ne bénéficions de cette incroyable avancée qu'est la sécurité sociale ou la fonction publique. Donc sur cette base-là,
Nous ne supprimons pas le marché, pas du tout. Nous supprimons sa dimension capitaliste, hein, donc les marchés capitalistes que sont le marché du travail, le marché des capitaux, ça il faut absolument les supprimer, et la mesure de la valeur par le temps qui pervertit complètement les rapports marchands, oui, ça oui, bon, mais on ne supprime pas les rapports marchands en tant que tels. Le marché est un allocateur tout à fait pertinent des ressources, à l'exception de logements, enfin bon, ce que j'ai dit, hein. Deuxièmement, aucun droit ne dépend de l'entreprise, de la municipalité, etc. Ce qui était la plaie un peu des pays socialistes. Aucun droit. L'entreprise, c'est un lieu où on produit, point. On n'acquiert aucun droit dans l'entreprise. Nos droits ne dépendent absolument pas de l'entreprise. C'est ce que commence la sécurité sociale et c'est ce que commence la fonction publique. Les droits ne dépendent pas du service dans lequel je suis. Je change de service, mes droits ne changent absolument pas. Puisque mes droits ne sont pas liés au service dans lequel je suis. Mon salaire n'est pas lié au poste que j'occupe. Ça, c'est ce que la réforme essaye de faire avec les primes, hein, pour que le salaire dépende du poste et non plus de la personne. Mais encore une fois, si nous défendons la fonction publique et non pas les services publics, alors nous avons mobilisé les fonctionnaires contre les primes, par exemple. Moi, je viens d'avoir un communiqué absolument désastreux de mon syndicat, qui est la FSU, un communiqué commun, CFDT, alors ils sont tous, hein, les 5 ou les 7, je ne sais plus, ils sont tous là, à propos de ce scandale qu'est le régime de retraite en capitalisation obligatoire. Hein. La fonction publique, c'est le seul lieu où il y a un régime de retraite en capitalisation obligatoire. Dans aucune autre profession, il n'y a de régime de retraite en capitalisation obligatoire. Par la grâce de Chérec et de Fillon réunis, l'accord, le fameux accord du 16 mai 2003, hein, dont nous souffrons encore énormément, on n'a pas fini de souffrir, a créé le RAFP, hein, le régime additionnel de la fonction publique, qui est un régime en capitalisation obligatoire. Tout fonctionnaire a une pension de fonction publique plus un régime en capitalisation. Pour les enseignants, ça comptabilise les heures sup, enfin un certain nombre de choses, les primes, enfin des choses qui ne sont pas dans le salaire qui sert de base de calcul à la pension. Communiqué. Il se trouve que le RAFP, c'était couru d'avance, hein, ses prestations ont baissé de 17%. Parce que ça fluctue avec les capitaux, évidemment. 17% de pension en moins. Je m'attendais à ce que mon syndicat, qui est un syndicat de transformation sociale, fasse un communiqué disant vous voyez bien que c'est de la merde ce que la CFDT et Fillon ont négocié. Pas du tout. Au nom du pouvoir d'achat, au nom de notre aliénation, on fait un communiqué commun. CFDT, FO, CGC, FSU, CGT, tout le monde est là. Les engagements du RAF doivent être tenus, etc., etc. De la merde. Donc, ce que nous avons conquis, hein, et qui justement est totalement différent de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, qu'il ne faut pas, cela dit, diaboliser. Hein, les femmes est-allemandes savent ce qu'elles ont perdu depuis 89. Hein, elles ont perdu énormément. Pour ne prendre que cet exemple, et la nostalgie a des fondements incontestables. Les Grecs sont en train d'apprendre ce que c'est que la Treuhand, hein, cette saloperie qui a permis aux entreprises ouest-allemandes de mettre la main sur le grappin dans des conditions inadmissibles sur le tissu économique est-allemand, bon, etc. Bon, je passe sur ce que c'est que la violence capitaliste. Cela dit, le fait que aucun droit ne dépende de l'entreprise, hein, que nous ayons des droits politiques assurés sur une mutualisation à l'échelle nationale de la valeur ajoutée dans des caisses d'investissement et dans des caisses de salaire, fait que nous serons effectivement
et non pas simplement par des nationalisations d'en haut. Parce qu'elles ont échoué aussi chez nous, les nationalisations d'en haut, elles ont échoué. On en a fait des quantités entre 45 et 81. Elles ont échoué pas simplement parce qu'il y a eu une violence capitaliste contre elles, bien sûr, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu d'adhésion populaire à un lieu où il n'y avait pas de changement dans la définition du travail, dans la décision en matière de travail, etc. Alors que si nous avons tous un salaire à vie qui ne dépend pas du tout de l'entreprise, qui ne dépend pas du chiffre d'affaires de l'entreprise, sur lesquels on ne puisse pas faire un choix en disant attendez, il faut améliorer notre productivité, sinon on n'aura plus de salaire, enfin, etc., etc. Si nous avons un accès à l'investissement sans crédit, sans chantage au crédit, nous allons être copropriétaires d'usage de fait de nos lieux de travail. Nous allons pouvoir nous battre pour une désignation démocratique des hiérarchies, enfin, etc., etc. Étant entendu qu'il n'y a pas de peuple vertueux et que les choses ne se font pas comme ça, mais le fait de pousser plus loin le déjà là créé en 45 me paraît être un projet beaucoup plus riche, parce que nous bénéficions des acquis de nos pères et mères, que qui se met en place à cette époque-là en Europe de l'Est.